Je vais tout d'abord dire bienvenue à tout le monde à cet atelier qui sert à présenter la boîte à outils chambre et sécurité version française. Euh, et on a 1 heure et demie ensemble cet après-midi pour cette présentation, ce lancement. Nous avons trois panélistes, trois experts qui vont présenter des aspects différents de cet outil, boîte à outils. Et on va bien sûr aussi laisser un peu de temps vers la fin pour des questions et des commentaires des participants. Donc, je vous assure que vous ne devez pas écouter mon français un peu homemade avec mon accent suédois pour trop longtemps. Mais avant de commencer le programme, je voulais juste aussi tout d'abord vous dire que ce webinaire est enregistré. Donc, on va le mettre après sur notre site internet de DICAF. Et ça, c'est donc pour votre information. Je voulais aussi vous dire que si vous n'arrivez pas à vous voir ou de mettre votre microphone, c'est parce qu'on a éteint les microphones et les caméras de tous les participants parce qu'on attend plus que 100 personnes pour cet atelier, pour ce webinaire. Donc, ça serait un peu compliqué d'essayer de voir et gérer la participation dans la discussion de tout le monde, d'autant de monde. Ceci dit, c'est très important pour nous d'avoir une interaction avec vous. Donc, comme je dis, on va vous inviter à poser des questions, faire des commentaires, mais plutôt donc dans la fonction Q&A, Q&A, qui se trouve, pour ceux et celles qui sont pas peut-être très familiarisés avec Zoom. En bas de l'écran, il y a un icône Q&A. Et si vous cliquez dessus, il y a une fenêtre qui s'ouvre où vous pouvez taper vos questions et vos commentaires. Et ça, je vous invite à le faire pendant les présentations parce que ça va déranger à personne. Et comme ça, j'aurai le temps, moi et ma collègue Martha Guitoni, de, de, de préparer ces questions et de les alloquer aux panélistes aussi. Donc, je vous invite vraiment vivement d'utiliser cette fonction. Il y a aussi une fonction chat aussi en bas de l'écran, à côté de celle de Q&A. Ça, vous pouvez utiliser aussi, bien évidemment, mais plutôt peut-être pour des problèmes, des questions plutôt techniques, pratiques. Mais pour tout ce qui est substance, tout ce qui est contribution à la discussion, utilisez s'il vous plaît l'icône Q&A. Et on va essayer de créer quand même un dynamisme et un dynamique et une interaction avec vous pendant ce webinaire. Donc, je pense qu'on attend toujours du monde, mais je vais quand même peut-être commencer un peu plus aussi avec la substance de cet atelier. D'abord, je me présente, moi, je suis Anne Blomberg, donc d'origine suédoise, d'où l'accent. Je suis chef adjointe de la division genre et sécurité de DICAF. DICAF, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, c'est le centre de Genève pour la gouvernance des secteurs de sécurité. Nous sommes basés à Genève, en Suisse, et nous travaillons avec des États partenaires, des organisations internationales et régionales, ainsi qu'avec des partenaires de la société civile et bien sûr des institutions nationales de sécurité pour améliorer la sécurité des États eux-mêmes et de leurs citoyens. Notre soutien de la gouvernance et des réformes du secteur de sécurité est fourni dans le cadre d'une gouvernance démocratique, de l'état de l'ordre, du respect des droits de l'homme, des droits humains,
et bien sûr aussi de l'égalité des genres. Et nous tenons au principe de participation et de l'inclusivité. Notre travail est tout à fait global. Nous sommes engagés avec des partenaires dans environ 80 pays, dans toutes les régions du monde. Euh, Nous avons un engagement particulièrement riche et profond en Afrique de l'Ouest, où nous avons des bureaux nationaux à Banjul, à Bamako, Addis Abeba et Niamey, ainsi qu'à Tunis. Notre présence sur le continent africain. On en a d'autres aussi ailleurs. Nous appuyons le développement de capacités des partenaires et délivrons des conseils techniques, juridiques et politiques, faisant de la promotion de normes et de bonnes pratiques dans le sein donc, de la gouvernance démocratique des secteurs de sécurité. Nous entretenons aussi de la recherche et produisons des matériels pédagogiques. Et justement, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Voici DICAF en très bref. Pour encore davantage d'informations justement sur notre travail et nos projets et programmes, notre engagement dans les différentes régions dans le monde, je vous invite à visiter notre site web dicaf.ch et bien sûr de nous contacter, moi et mes collègues de DICAF, pour toute question que vous aurez, qui ne sera pas abordée lors de cet atelier. Après, avec ceci, je vais très bientôt donner la parole au panel distingué. Je vous ai dit, on a 3 panélistes aujourd'hui. On va commencer avec mon introduction de panéliste et après on va commencer le programme. Donc, au panel, j'ai mon collègue Alain Laferté qui va faire une présentation globale de la boîte à outils tout à l'heure. Alain travaille avec moi à DICAF et la majorité de travail qu'il fait est focalisée sur l'intégration et la promotion de l'égalité des genres dans la gouvernance du secteur de sécurité en Afrique de l'Ouest en particulier. Après la présentation d'Alain, notre collègue Mariam Touré-Keita fera sa présentation. Mariam est la référente chambre dans notre bureau à Bamako et son rôle n'est pas limité au Mali, elle travaille à travers le Sahel. Mariam remplace le responsable du bureau à Bamako, Louis Pasteur Moussonguera, qui ne pourra pas être parmi nous aujourd'hui, malheureusement. Mais on est très content d'avoir Mariam parmi nous. Et Mariam qui va nous parler de l'application pratique de la boîte à outils pour la gouvernance et les réformes du secteur de sécurité. Finalement, je vous présente Lorraine Serrano, qui est gestionnaire principale de programme aux Affaires globales de Canada, où elle travaille au sein de l'initiative ELSI pour la participation des femmes aux opérations de paix. Lorraine est aussi une ancienne collègue de DICAF et elle est l'auteur d'un des outils dans la boîte à outils, celui qui parle de l'intégration de genre dans la conception et le suivi des projets pour le secteur de sécurité de la justice. Et Lorraine va nous parler de l'utilité de la boîte à outils dans la conception et le suivi d'un programme comme celui qu'elle gère. Avant de donner la parole à Alain, je voudrais souligner que la boîte à outils a été développée en partenariat avec DICAF, ONU Femmes et OSCE, BIDDH, le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme, donc de l'Organisation de sécurité et de coopération de l'Europe. Et c'est donc pour montrer ce partenariat que vous verrez dans la présentation d'Alain, les logos de DICAF ainsi que d'ONU Femmes et de OSCE et IDDH. Voilà. Normalement, je le dis en anglais, mais voilà. J'aimerais aussi, avant de commencer le programme, remercier le Royaume-Uni qui a soutenu la traduction de la boîte à outils. Et avec tout ceci, je vais donner la parole à Alain pour la présentation de la boîte à outils. Alain, à toi.
Ok. Ben, merci beaucoup, Anne. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, tout d'abord, concernant ton accent, Anne, certes, il est suédois, mais on a tous des accents. Donc, moi-même, j'ai un accent parisien, paraît-il. Voilà, donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, pour revenir un petit peu au toolkit et présenter le toolkit, puisque c'est l'objectif de mon intervention aujourd'hui, peut-être commencer par une anecdote personnelle, mais que je trouve malgré tout intéressante autour du toolkit. Alors, ça ne fait pas très webinar, les anecdotes personnelles. En général, on les fait quand on voit les gens en vrai. Du coup, on les voit rire ou pas à nos anecdotes. Donc là, bah, je ne verrai pas si c'est une anecdote qui prend ou qui ne prend pas, mais ce n'est pas grave. Je me lance quand même. Et donc, en fait, il faut revenir à 2015. Donc, je venais d'entrer au DICAF et ma première mission était une mission à Istanbul pour participer à une conférence sur le genre et la réforme du secteur de la sécurité organisée par ONU Femmes. Et après la conférence, il y avait une réception au consulat de Suède, justement. Comme je suis d'un naturel relativement timide, que je connaissais personne. Et donc, j'étais dans mon coin tout seul. J'osais aborder personne. Et puis, quand même, au bout d'un quart d'heure, tout seul, avec mon verre de Coca-Cola, je me suis dit, bon, allez, là, maintenant, il faut y aller. Donc, j'ai vu une autre dame toute seule. Je suis allé vers elle. Je lui dis, bonjour, je suis Alain Laferté. Bonjour. Donc, elle me dit son nom. Je ne me rappelle plus exactement ce que c'était. Et donc, on se présente. Et je lui dis, voilà, je travaille pour le DICAF. Et tout à coup, ses yeux s'illuminent. Alors que auparavant, voilà, je n'étais pas très intéressant pour elle, mais ses yeux s'illuminent et elle me dit « Oh là là, extraordinaire, vous travaillez pour le DICAF. Je pensais que vous étiez en fait agent de sécurité. » Et ici, elle n'avait pas remarqué que j'étais participant, je pensais que vous étiez agent de sécurité. Mais si vous travaillez pour le DICAF, vous devez peut-être connaître les gens qui ont fait le Gender and Security Toolkit. Je dis « Oui, je fais partie de l'équipe qui a effectivement fait le Gender and Security Toolkit. » À l'époque, ça s'appelait Gender et RSS. Toolkit. Et donc, elle me dit extraordinaire, extraordinaire. Et donc on commence à converser. Elle me dit qu'elle s'en sert absolument tous les jours du toolkit. Elle travaillait pour une association des femmes policières au Kyrgyzstan. Elle me dit voilà, je m'en sers absolument tous les jours dans le cadre de mon travail, dans le cadre associatif. Et je suis complètement fan du toolkit. Et elle a fini par m'inviter en vacances au Kyrgyzstan, tellement elle était finalement heureuse d'avoir rencontré quelqu'un de l'équipe. Donc, c'est pour vous dire en fait que ça m'a semblé intéressant, non pas pour le côté vacances au Kyrgyzstan qui m'ont été offertes, mais sur le côté que pour cette femme, donc, qui était à la fois dans le milieu professionnel, policière, et puis bien sûr dans le milieu aussi associatif, le toolkit était quelque chose que vraiment elle trouvait très utile pour promouvoir l'égalité des genres au sein de son institution et dans le cadre de son activité associative. Et donc de quelqu'un qui était auparavant, a priori, juste un agent de sécurité ou un garde du corps. Voilà, j'étais passé pour quelqu'un qui avait rapport avec le toolkit et ça avait créé un lien très important. Donc ça pour dire que c'est quelque chose d'utile et que du coup, je suis heureux de présenter la nouvelle version en français du toolkit qui a un petit peu évolué et ça nous amène finalement à la présentation en elle-même. Si j'arrive à partager mon écran, donc c'est là où normalement tout se passe bien et parfois tout se passe mal. Hop. Alors, est-ce que vous avez l'écran d'abord? C'est bon, parfait. Bon, tout se passe bien, vraiment. Hop. Donc d'abord, peut-être revenir sur de quoi on parle quand on parle de la boîte à outils et qu'est-ce que c'est. Donc, en gros, la boîte à outils genre et sécurité, c'est une série de guides pratiques, et j'insiste sur ce point, pour contribuer à la promotion de l'égalité des genres au sein du secteur de la justice et de la sécurité. Donc, de guides pratiques, c'est très important de le noter parce que ce n'est pas juste des ressources académiques, mais vraiment des ressources qui ont vocation à être utilisées par les différents acteurs pour promouvoir l'égalité dans la vraie vie, j'allais dire. La seconde chose, tu l'as rappelé Anne en introduction, c'est que c'est le résultat d'un partenariat entre le DICAF, ONU Femmes et l'OSCE ODIHR, et que c'est le résultat aussi d'un travail assez long, puisque sur cette nouvelle version, on a commencé à travailler dessus en fin 2017,
Et on a terminé, la version anglaise a été publiée l'année dernière. Et maintenant, vous voyez, on sort aujourd'hui la version française, la version arabe, espagnole aussi, dans les jours prochains. Donc, voilà, un processus de travail relativement long. Et puis, c'est aussi pour celles et ceux qui sont déjà familiers avec l'ancienne boîte à outils, la place du genre dans la réforme du secteur de la sécurité. Donc, c'est évidemment le prolongement de cet ancien outil. Donc, c'est à la fois quelque chose de nouveau et quelque chose d'un petit peu ancien. On est un petit peu entre les deux. En gros, là, maintenant, on peut dire que c'est une édition un petit peu revue et améliorée et augmentée, on va dire. Voilà. Donc, voilà pour ce que c'est que la boîte à outils de façon très, très rapide. Ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi une nouvelle édition, puisqu'il y avait déjà une édition ancienne qui datait de 2008. Alors, à cela, il y a plusieurs raisons. La première des raisons, c'est de répondre à la demande des utilisateurs et des utilisatrices pour une nouvelle édition. C'est quelque chose qui a évidemment beaucoup compté. La seconde chose, c'est qu'il était nécessaire pour nous de prendre en compte les développements à la fois conceptuels et normatifs qui avaient lieu dans notre champ du genre et de la sécurité. Donc, on pense en particulier à l'agenda femmes, paix et sécurité, puisque en 2008, au moment de la première version sur les résolutions des Nations Unies qui constituent l'agenda femmes, paix et sécurité, en gros, il n'y avait que la 1325 et puis en 2008, la 1820. Et puis depuis, il y en a eu un paquet d'autres. Donc la 1888, 1889, 1960, 2106, 2122. Je lis mes notes parce que je ne les connais pas toutes par cœur, je vous promets. 2242 et 2467. Donc, on a développé l'agenda femmes, paix et sécurité, et c'est quelque chose qu'il fallait prendre en compte. On a constaté aussi, par exemple, que les objectifs du développement durable, qui constituent un peu un cadre pour l'ensemble de notre travail à tous et à toutes, avaient aussi émergé pendant cette période, et c'est quelque chose qu'il fallait intégrer. Donc, beaucoup de développements qui nous semblaient nécessaires d'intégrer. L'autre chose, c'est qu'il nous semblait aussi intéressant d'insister sur la façon dont l'égalité des genres pouvait contribuer justement à la réalisation des objectifs de la communauté internationale, que ce soit en matière de développement ou que ce soit de façon générale en matière de gouvernance démocratique. Alors ça, c'était un lien qui existait aussi dans l'ancienne version, mais qu'on a souhaité un petit peu renforcer. Et quelque chose qu'on a souhaité renforcer aussi, même si le lien était déjà fait aussi dans l'ancienne version, c'est en fait dépasser la question simplement de l'égalité homme-femme pour embrasser véritablement une perspective de genre, c'est-à-dire intégrer les questions qui étaient liées aux masculinités, les questions liées à l'orientation, à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre, à l'intersectionnalité. Ça, c'était quelque chose de conceptuel important pour nous à développer pour, on va dire, reformer un petit peu ou contribuer à faire évoluer le langage autour du genre et de la sécurité. Et puis la dernière chose, l'air de rien, c'est que entre 2008 et 2017, le moment où on décide de faire une nouvelle version du toolkit, eh bien, il y a beaucoup de choses qui ont changé en termes de savoir accumulé, en termes de bonnes pratiques aussi, puisque si vous êtes un petit peu familier du toolkit, vous savez qu'on se repose, et je crois que Mariam en parlera tout à l'heure, aussi beaucoup sur les bonnes pratiques qui existent déjà, sur des exemples concrets. Et évidemment, si on est sur des exemples qui datent de 2003, 2004, 2005, ce n'est pas exactement la même limonade, comme on dit en français, que les exemples d'aujourd'hui. Donc l'idée, c'était d'être un petit peu au goût du jour sur justement qu'est-ce qu'on avait accumulé tout au long de ces années comme savoir, et comme expérience aussi, que ce soit nous d'ICAF, mais aussi de façon plus générale au sein de la communauté qui travaille sur les questions de genre et de sécurité. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette boîte à outils concrètement? Alors concrètement, la boîte à outils se divise en gros entre ce qu'on appelle des outils, ce qu'on peut appeler aussi des modules, ce qu'on appelait avant des dossiers, enfin bref, des tools, et puis d'un autre côté, des notes de synthèse. Donc sur les outils, on en a 9. Une partie sont des outils complètement nouveaux qui n'existaient pas dans l'ancienne boîte, et une autre partie sont
des éditions qui sont revues par rapport à des choses qui existaient. Donc, on a la place du genre dans la gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité, genre et maintien de l'ordre, place du genre dans le secteur de la défense, genre et justice, place du genre dans les milieux de privation de liberté, ça c'est une nouveauté complète, place du genre dans la gestion des frontières, place du genre dans le contrôle parlementaire du secteur de la sécurité, genre et renseignement, une autre nouveauté complète, intégrer le genre dans la conception et le suivi des projets du secteur de la justice et de la sécurité, ça c'est l'outil dont Lorraine est l'auteur. Et puis ensuite, à côté de ça, on a 4 notes de synthèse qui sont là pour faire un petit peu un état des lieux sur ce qu'on sait, sur ce qu'on considère comme étant des priorités ou des sujets émergents dans le domaine, de synthèse sur les objectifs de développement durable, le secteur de la sécurité et l'égalité des genres, l'agenda femmes, paix et sécurité par le prisme de la gouvernance du secteur de la sécurité, la place du genre dans la prévention de l'extrémisme violent, et enfin la place du genre dans la régulation du secteur de la sécurité privée. Et à côté de ça, on a un recueil de droit international sur l'égalité de genre dans le secteur de la justice et de la sécurité. Donc quelque chose de très complet. Pour vous donner une idée, donc les outils font à peu près entre 70 et 90 pages, en tout cas en version française. Les notes de synthèse font à peu près 8 pages. Et donc au final, si on ajoute aussi les dossiers complémentaires de l'ancienne version qui sont restés les mêmes et inchangés sur, par exemple, la place du genre dans le contrôle de la sécurité par la société civile, ou alors la formation des personnels du secteur de la sécurité en matière de genre, du coup, on a une boîte à outils qui fait à peu près un petit millier de pages, bien pesé. Et donc, voilà, c'est quelque chose de très conséquent. Et donc, l'intérêt, c'est que c'est à la fois quelque chose qui peut se voir comme étant un ensemble, quelque chose qui fait sens, qui est cohérent, et puis en même temps, c'est aussi des choses qui peuvent se lire une par une, c'est-à-dire qu'on peut prendre l'outil place du genre dans le secteur de la défense en tant que tel, et c'est quelque chose c'est un outil qui se suffit à lui-même. On n'est pas obligé de tout lire pour en gros comprendre comment les choses fonctionnent. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important. Une autre question évidemment basique, c'est à qui est-ce qu'on s'adresse? Alors, on a 3 cibles a priori principales. La première, c'est toutes les personnes, les professionnels qui travaillent sur les processus de réforme du secteur de la justice et de la sécurité, mais aussi les personnes qui sont impliquées dans l'élaboration, la mise en œuvre ou le suivi de la mise en place de l'agenda femmes, paix et sécurité au niveau national ou international. Et puis aussi les représentants des bailleurs ou des organisations internationales qui accompagnent les efforts des États dans la recherche d'une meilleure prise en compte du genre dans la gouvernance du secteur de la sécurité. Et en gros, ce qu'on peut dire, c'est que c'est nos 3 cibles principales, mais ce n'est pas des cibles exclusives. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, la boîte à outils s'adresse par définition à tous les bricoleurs et toutes les bricoleuses qui souhaitent en quelque sorte rénover la maison du secteur de la sécurité pour y faire entrer plus de lumière, plus d'égalité entre les genres et les femmes. J'ai été chercher cette métaphore très loin. Et c'est un petit peu ça. Hein. L'idée, c'est ça, d'avoir tout ce qui est nécessaire mais on y reviendra tout à l'heure, pour transformer les institutions de la même façon que les outils servent à rénover sa maison, à embellir sa maison. On est vraiment dans cette même logique. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, les outils peuvent se prendre un par un, mais ils sont conçus de façon cohérente et en particulier, leur structure est la même. Donc, si on prend les 9 outils que constitue la boîte à outils genre et sécurité, ils sont tous articulés autour d'une structure commune, qui est relativement simple, entre guillemets, qui est de répondre à 3 questions fondamentales, qui est, petit 1, pourquoi faut-il intégrer la dimension de genre, en quoi est-ce que c'est bénéfique, finalement, pour le secteur de la sécurité. La question 2, c'est à quoi ressemblerait un secteur de la sécurité qui prendrait pleinement en compte l'égalité des genres. Et enfin, une fois qu'on a cette vision, comment est-ce qu'on peut faire pour construire un secteur de la sécurité qui soit sensible au genre ou qui intègre la question du genre. Donc, c'est ces 3 questions
qu'on décline en fait pour chacun des outils. Donc, si on est sur l'outil sur la gouvernance du secteur de la sécurité, bah, pourquoi intégrer la dimension de genre dans la gouvernance de la sécurité? À quoi ressemble une gouvernance de la sécurité qui prenne en compte la question de genre? Et comment est-ce qu'on peut faire pour que ça advienne? Même chose avec la police, avec la justice, avec la gestion des frontières, etc., etc. Donc, toujours cette même logique autour de laquelle s'articule l'ensemble des outils. Et c'est intéressant parce qu'on est dans une logique à la fois donc, argumentative. L'idée, c'est de fournir des arguments aux acteurs pour promouvoir l'égalité dans leur institution, de donner une vision et des exemples aussi, des bonnes pratiques pour donner une illustration de qu'est-ce que ça pourrait être dans la vraie vie, une institution sensible au genre. Et enfin, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre ça en place chez soi? Et donc là, c'est plus la question de la méthode. Pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, alors, on va essayer d'ouvrir du coup l'outil 1 sur la place du genre dans la gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité. Voilà, ça a été assez vite, l'ordinateur fonctionne bien, impeccable. Et donc, en fait, on va aller à la table des matières, et comme ça vous donnera une idée un petit peu plus précise encore de ce que vous pouvez trouver dans les outils. Alors, il y a beaucoup de photos, on essaie de faire ça reader-friendly. Donc, en fait, tous les outils sont organisés de la même façon. Donc, d'abord, une présentation générique, pourquoi le module, à qui ça s'adresse, etc. Et ensuite, on en vient aux questions que je vous ai exposées. Pourquoi l'égalité des genres revêt-elle de l'importance pour le secteur de la justice et de la sécurité et pour la gouvernance de la réforme du secteur de la sécurité, avec les concepts clés, les cadres juridiques, en gros, voilà, les arguments pour aller vers plus d'égalité. Quelles caractéristiques les institutions de justice et de sécurité devraient-elles réunir pour intégrer une perspective de genre et faire avancer l'égalité des genres? Donc là, les deux piliers sur lesquels on travaille, c'est l'égalité des genres à l'intérieur des institutions et puis ensuite la sécurité comme provision de services, finalement, et intégrer l'égalité des genres dans la provision de services. Mariam, je crois, on parlera aussi tout à l'heure. Et puis ensuite, comment faire avancer l'égalité des genres de façon concrète. Et là, pour cet outil particulier, vous avez 5 axes de travail avec la question des besoins, définir les besoins de sécurité de façon inclusive, mettre en place des cadres politiques, former les prestataires de services sur la question du genre, recourir à des spécialistes de genre en interne, et puis remettre en cause les cultures institutionnelles. Donc voilà, 5 directions pour travailler de façon concrète sur l'intégration du genre dans la gouvernance du secteur de la sécurité. Et puis quelque chose en plus sur la gestion de la résistance en interne à l'égalité des genres, puisqu'encore une fois, c'est quelque chose qui… Les outils sont pour les bricoleurs et les bricoleuses, et ce n'est pas tout le temps facile. Et donc, l'idée, c'est de donner aussi des clés et des outils aux acteurs, aux actrices pour pouvoir répondre aux résistances et réagir face aux résistances auxquelles nous faisons tous et toutes face. Et puis, dans un dernier temps, des questions pour guider l'auto-évaluation institutionnelle sur le genre. Donc, en gros, sur quoi est-ce que les acteurs et les actrices doivent s'interroger pour pouvoir identifier les problèmes liés au genre dans leur institution et pour pouvoir finalement aussi les adresser. Et puis, des ressources complémentaires, donc avec une bibliographie qui est souvent assez chargée, même à l'intérieur des différentes sections, puisqu'encore une fois, l'idée, c'est de donner beaucoup d'arguments, mais qui ne soient pas des arguments moraux, qui soient des arguments, on va dire, scientifiques et rationnels pour pouvoir promouvoir l'égalité. Donc, évidemment, ça nécessite beaucoup de documentation et de ressources documentaires et de evidence-based, vous m'avez compris. Apporter les preuves de ce qu'on dit et de ce qu'on souhaite promouvoir. Ensuite, hop. Alors, si je reviens, voilà. Donc, si je reviens après l'outil 1, et si on revient donc sur l'objectif principal et générique de cette boîte à outils
qui est de transformer les institutions du secteur de la sécurité. L'une des priorités lorsqu'on souhaite transformer les institutions du secteur de la sécurité, c'est bien sûr de travailler sur les préjugés qui existent en interne à ces institutions. Et donc, c'est pour cette raison qu'en plus de la boîte à outils, donc papier ou électronique, nous avons souhaité faire une série de films qui permettent de présenter à la fois le toolkit de façon un petit peu condensée, à quoi est-ce que ça sert, donc qui sert à introduire le toolkit aux différents acteurs et actrices, et puis qui reprennent aussi certains des messages clés. Et donc là, on va juste vous présenter pendant 4 minutes 30, une petite vidéo sur ce que dit le toolkit, en gros, sur l'importance des stéréotypes sexistes en interne aux institutions du secteur de la sécurité et comment travailler là-dessus. Donc, normalement, le son devrait fonctionner. Le film. Il y a un ennemi au sein des institutions de sécurité et de justice. Il empêche votre institution d'être effective, efficiente et respectée. Un ennemi caché. Les préjugés sexistes. Les préjugés savent bien se cacher. Les préjugés ont des présomptions que nous n'avons même pas conscience d'avoir, qui influencent nos pensées et notre comportement. Les préjugés peuvent vivre dans la tête d'une personne ou dans une institution. Les préjugés nous contrôlent jusqu'à ce que nous les débusquions et les détruisions. Les préjugés sexistes peuvent nuire à tous les aspects de votre institution, du traitement équitable du personnel à la prestation efficace des services. Les préjugés sexistes, c'est quand les pensées et les actions sont fondées sur des présomptions et des stéréotypes sur les hommes et les femmes, ce qu'ils et elles sont, ce à quoi ils et elles sont bons et la protection dont ils et elles ont besoin. Si votre institution présume que s'occuper des enfants est réservé aux femmes, alors vous avez un préjugé sexiste envers les hommes. Jusqu'à ce que vous donniez aux hommes un congé paternité décent et des conditions de travail favorables à la vie de famille, vous prenez le risque que les hommes quittent leur emploi et de perdre certains de vos meilleurs talents. Si votre institution présume que les femmes ne veulent pas faire de travail opérationnel ou que les femmes ne peuvent pas être leaders, vous perdez certains de votre meilleurs talents. Et si vous n'avez pas de femmes dans tous les rôles au sein de votre institution, vous ne pouvez pas répondre aux besoins de sécurité de toute la population. Si votre institution présume que toutes les victimes de violences basées sur le genre sont des femmes et des filles, vous échouez à protéger les hommes et les garçons qui sont maltraités et exploités. Si votre institution valorise et promeut des façons d'agir hyper masculines, comme toujours être dure et agressive, c'est un lieu de travail peu accueillant et inconfortable pour la plupart des femmes. Et pour les hommes qui ne correspondent pas aux stéréotypes masculins, et intimidant pour beaucoup de gens que vous voulez protéger et servir. Pour détruire l'ennemi caché des préjugés, vous devez dévoiler les présomptions de votre institution concernant les hommes et les femmes et reconnaître les dommages causés par ces présomptions. Vous devez avoir l'audace de contester les préjugés qui mucellent et excluent les personnes et de changer les valeurs et les pratiques de votre institution. Que vous soyez dans la police, les forces armées ou une autre institution de sécurité ou de justice, vous pouvez trouver des stratégies pour lutter contre les préjugés sexistes, promouvoir l'égalité de genre et rendre votre institution plus effective et respectée. Téléchargez la boîte à outils Genre et sécurité. Voilà. Donc, juste pour conclure mon intervention, parce que je crois, Anne, que j'ai déjà dépassé le temps qui m'était imparti, l'idée, c'est donc, quand on parle de la boîte à outils, donc on a à la fois la boîte à outils papier, donc, qui au total fait un petit millier de pages qui demande un certain investissement, à la fois pour soi-même ou pour les acteurs qui souhaitent ou les partenaires qui souhaitent le lire. Et donc, l'idée qu'on avait avec ces films, c'est de développer un package. Donc là, il y a un film sur les stéréotypes de
de genre. Il y a d'autres films sur d'autres thématiques. L'idée, c'est d'avoir donc tous les key messages du toolkit sous forme de film. Et donc, les films, comme les outils, sont téléchargeables sur notre site d'ICAF, donc www.dicaf.ch. Et vous pouvez bien sûr aller les télécharger si vous pensez que ça peut vous être utile dans, voilà, à la fois pour vous ou au sein de votre institution ou pour les partenaires avec lesquels vous travaillez. Merci Alain et merci d'avoir aussi montré cette vidéo que moi je trouve très intéressant, très informatif et comme tu viens de dire, j'invite tout le monde d'aller explorer cette vidéo et les autres qu'on a fait sur notre site internet et les utiliser autant que vous voulez. Donc là, je vais donner la parole à Mariam pour ta présentation. Mariam, à toi. Merci beaucoup. Merci Anne et merci Alain pour cette présentation. Alors, je voudrais intervenir sur un autre aspect de ces outils, c'est-à-dire l'objectif qui est visé pour justement améliorer l'égalité des gens au sein des différentes institutions. En quoi ces outils contribuent à cela? Et je vais le faire en 3 parties. D'abord, voir un peu au niveau des outils, quels sont ces objectifs et en quoi ils contribuent. Et dans une deuxième partie, on va voir quels sont les points communs entre ces outils et qui rendent ces outils vraiment utilisables pour la cause. Et enfin, nous allons adresser quelles réponses ces outils adressent-ils, des réponses concrètes que ces outils adressent aux violences basées sur le genre. Donc, dans un premier temps, comme je l'ai dit, de façon générale, l'objectif du toolkit est de contribuer à promouvoir l'égalité des genres au sein du secteur de la sécurité. Et dans cette perspective, c'est une ressource d'un grand intérêt pour les acteurs du secteur de la sécurité, car il permet de travailler sur 3 piliers complémentaires. Les 3 piliers, c'est-à-dire dans un premier temps, intégrer l'égalité dans la gestion des institutions du secteur de la sécurité, c'est-à-dire dans le management des institutions. Et l'ensemble de ces outils permettent de démontrer que l'intégration d'une perspective de genre est essentielle à l'efficacité des institutions de sécurité et de justice. Et cela démontre également que cette intégration constitue une ressource clé pour le développement des politiques et un outil clé pour la programmation. Donc, on peut utiliser l'ensemble de ces outils pour en faire des matériaux pour développer des politiques ou aussi pour élaborer des plans dans les différentes institutions. Alors, ces outils permettent aussi que les efforts de réforme du genre dans toutes les institutions doivent être correctement planifiés, coordonnés, budgétisés et soutenus. Sans cela, cela va être difficile. Et c'est cette démonstration, justement, que ces outils nous montrent au prime abord. Et tenant compte du nombre important d'hommes et de femmes à manager et à gérer dans les différents services de sécurité et de justice, disposer d'outils aussi diversifiés ne peut qu'améliorer le savoir-faire, le savoir-être des managers de nos institutions. Ces outils constituent une ressource pratique qui présente des moyens efficaces de travailler en faveur de l'égalité des genres, notamment par un leadership inclusif, une analyse des genres, une formation sur le genre et l'amélioration de la participation des femmes
le renforcement du contrôle interne et externe et la collaboration avec la société civile. Alors, dans le management, nous allons voir que intégrer l'égalité aussi dans la prestation des services des institutions du secteur fait partie de l'un des objectifs de ces outils. En effet, non seulement on a vu dans un premier temps qu'il faut intégrer ça dans le management des institutions, mais ce qui est très important aussi, c'est les services que ces institutions rendent justement à nos populations. La prestation des services des institutions du secteur de la sécurité est très important et ces outils s'adressent justement à cette prestation. Et la recherche de l'égalité des sexes dans les forces de sécurité nécessite des changements dans la culture institutionnelle même et une orientation de la manière dont les institutions de sécurité contribuent à promouvoir l'égalité des sexes et du genre dans la société. Donc, cela va dire que ça va nous permettre de reconsidérer l'insécurité et la manière dont ces institutions sont équipées, y compris en ressources humaines, hommes et femmes, et bien formées pour répondre aux menaces sexo-spécifiques qui pèsent sur l'État et sur l'individu. Donc, cela veut dire qu'il faut reconsidérer les types de personnes, de compétences et de valeurs dont les forces de défense et de sécurité, ainsi que les acteurs de la justice ont besoin dans la prestation de leurs services aux citoyens. Et il faut aussi prêter une attention à la manière dont les forces de sécurité et de justice interagissent avec les bénéficiaires de leurs services. Et considérer aussi la perception des bénéficiaires de leurs prestations et aussi sur la qualité des services. Et normalement, tous ces outils contribuent justement à analyser la manière dont la prestation des services est faite par les différents acteurs des institutions de sécurité et la perception aussi des bénéficiaires de ces services. Ces outils offrent une panoplie d'actions qui permettent d'évaluer ces services et de connaître justement la perception des bénéficiaires. Et si je prends par exemple un exemple au niveau de l'institution police, l'outil permet de définir une vision pour une police sensible au genre dans laquelle les services de police sont axés sur des services sur la prévention du crime en partenariat avec les communautés dans toute leur diversité. Les crimes contre tout le monde sont traités au sérieux comme une tâche essentielle de la police et traités avec sensibilité en coordination avec d'autres services de soutien. Donc, la culture organisationnelle et la direction de la police valorisent la diversité, l'égalité et l'inclusion et donnent l'exemple des masculinités positives. Ceci est très important. Ainsi, on peut dire que parvenir à l'égalité des genres dans et par la police ne consiste pas seulement à ajouter plus de femmes. Il s'agit de transformer les relations de pouvoir qu'entretiennent les inégalités et la violence sexuelle et sexiste. Il s'agit de protéger les droits de l'homme, de tous, et de permettre leur pleine contribution à la vie publique. Ensuite, il faudrait, dans un troisième temps, intégrer l'égalité dans le contrôle interne et externe du secteur de la sécurité. Dans la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité, la gouvernance passe par l'intervention de plusieurs acteurs, aussi bien dans le contrôle interne qu'externe. Et le contrôle interne est organisé par les institutions elles-mêmes et doivent à cet égard se doter d'une culture institutionnelle réceptive, redevable et coopérative. L'ensemble des outils développés prennent en compte cette institutionnalisation de cette culture de redevabilité et offrent des conseils sur la façon
de surmonter la résistance au travail sur l'égalité des genres dans les secteurs de la sécurité et de la justice. Et cela comprend également une liste de contrôles d'auto-évaluation institutionnelle. Lorsque vous allez regarder l'ensemble des outils composent ou concernent et contiennent des outils de contrôle et d'auto-évaluation par chaque institution. Donc, vous allez voir que ce sont des petites techniques qui sont incluses dans chacun de ces outils pour pouvoir faire ce contrôle d'auto-évaluation institutionnelle. Les outils fournissent également des conseils pour promouvoir l'action au niveau de 3 principales parties prenantes. Et je vais parler des décideurs politiques. Ça, c'est au niveau du contrôle externe. Et le contrôle parlementaire tient une grande place, d'une importance capitale pour la mise en place d'un secteur de sécurité efficace et responsable qui répond aux besoins de l'ensemble des citoyens. Et c'est de la responsabilité de tous les parlementaires de procéder au contrôle sensible aux gens, quel que soit leur sexe, leur affiliation partisane ou leur antécédent professionnel. L'outil offre donc une vision des stratégies permettant d'intégrer une perspective de genre et de faire progresser l'égalité des genres dans le contrôle parlementaire du secteur de la sécurité et de la justice. Donc, tirant des exemples d'un large éventail de contextes, l'outil propose des modèles et des orientations par lesquels les parlementaires peuvent entreprendre une analyse du genre, du secteur de la sécurité, y compris dans le cadre du contrôle budgétaire, et impliquer les structures parlementaires du genre dans le contrôle du secteur de la sécurité, tendre la main à la société civile, coopérer avec les institutions de contrôle des droits humains, telles que les INDH, CNDH et les institutions de médiation pour assurer une surveillance efficace du secteur de la sécurité et de la justice et réaliser l'égalité des genres au sein du Parlement lui-même. Donc, c'est des opérations institutionnelles et le leadership de ceux qui sont capables de faire des réformes directes dans les lieux de privation. Ça, c'est aussi une des questions qui est adressée par ces outils-là. Donc, dans les lieux privatifs de liberté et avec la société civile, le partenariat avec la société civile est un facteur important pour parvenir à une réforme durable et à long terme. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on peut dire de façon générale et dans le cadre de l'objectif de ces outils-là. Mais dans un deuxième temps, je voudrais parler des points communs que ces outils ont et qui les rendent particulièrement utiles. Alors, d'abord, l'ensemble de ces outils est traduit dans un minimum de 4 langues. Il y a l'arabe, l'anglais, le français et l'espagnol, mais il y a certains outils qui vont jusqu'à 9 langues. Ça, c'est un des points communs par rapport aux outils. Ça veut dire que c'est une diversité d'acteurs, une diversité de régions qui peuvent utiliser ces outils-là. Et les outils présentent également des cas pratiques qui peuvent être source d'inspiration. Et ce sont des expériences concrètes du monde entier et qui ont été justement analysées et synthétisées et dans des processus de réforme nationaux, dans des missions internationales et dans des projets locaux. Donc, ce sont des cas pratiques dont chacun peut s'inspirer dans sa région, dans son domaine, pour pouvoir réaliser justement l'égalité des genres. Les outils proposent également une méthodologie qui permet de faire avancer l'égalité au sein de sa propre institution et de son propre travail. C'est ça aussi un des points communs à ces différents outils. Et la méthodologie
n'est pas propre à quelqu'un, on peut s'en inspirer et justement développer, faire avancer la question de l'égalité dans sa propre institution ou dans son travail. Alors, un des points communs aussi, c'est que dans le toolkit, il est proposé une série de films d'animation intéressants, innovants et informatifs sur le genre et la sécurité. Ce sont des films qui sont spécialement conçus pour ceux qui travaillent dans et avec les institutions du secteur de la sécurité et de la justice. Tous les films sont disponibles également en arabe, en anglais, en français et en espagnol. Donc, on peut vraiment s'en inspirer. Et ce sont des exemples du monde entier et qui sont présentés d'une manière fantastique et qui indiquent aux acteurs comment faire passer rapidement les messages sur le genre et la sécurité, comment inciter les partenaires à s'asseoir et à lire les produits détaillés, y compris la boîte à outils. C'est des films vraiment incitatifs et je vous invite à aller les regarder et à les utiliser à volonté pour vos formations, pour vos renforcements de capacités. Alors, ça permet, le toolkit permet aussi d'envisager la question de l'égalité au-delà de la question de la participation des femmes. Parce que on pense que faire participer les femmes ou avoir la présence des femmes quelque part, que cela peut être suffisant. Mais nos outils vont au-delà de ça. Et il est démontré que l'égalité des genres doit dépasser la seule participation. Parvenir à l'égalité et par la police, par exemple, ne consiste pas simplement à ajouter plus de femmes. Il s'agit de transformer les relations de pouvoir qui entretiennent les inégalités et la violence sexiste. Il s'agit de protéger les droits de l'homme de tous et de toutes et de permettre leur pleine contribution à la vie publique. Donc, ça veut dire que ces outils permettent justement d'adresser presque toutes les questions que je viens d'évoquer dans toutes les institutions et avec des messages simplifiés et des messages que chacun peut utiliser dans son domaine. Et les outils ont en commun aussi d'avoir des arguments, et comme Alain l'a dit, c'est-à-dire qu'on a presque la même présentation dans les outils et ça donne des arguments qui permettent de nourrir le plaidoyer interne pour l'égalité des genres et ça contient aussi des exemples de bonnes pratiques, les questions à se poser autour de la question de l'accès à la justice, par exemple, les réponses concrètes aux violences basées sur le genre. Donc, voilà, et sur ce dernier point, je voudrais terminer par là. Si, par exemple, on prend la question des violences basées sur le genre, plusieurs outils peuvent être intéressants et donner des indications sur plusieurs sujets. Par exemple, genre et justice, comment développer un secteur de la justice plus représentatif et réactif, ou comment faciliter un accès complet et égal à la justice, ou encore comment mettre en œuvre des réformes juridiques sensibles au genre. Donc, les outils développés permettent d'adresser un certain nombre de questions et dans presque tous les domaines qui sont abordés. Genre et maintien de l'ordre, répondre aux besoins de sécurité sexo-spécifique, aide à changer les attentes de la société et les préjudices sur le genre. Genre et contrôle parlementaire, je viens de le dire, et intégrer le genre dans le contrôle budgétaire et ça pourrait améliorer beaucoup de choses dans le suivi des projets et améliorer aussi l'accès à la justice et aux services de sécurité. Alors, un dernier point sur le genre et lieux privatifs de liberté. Et cela pourrait beaucoup contribuer à comment éviter la récidive, comment adresser la question de la récidive au niveau de ces lieux privatifs de liberté
Et enfin, dans le genre et frontières, comment aborder la question de l'exploitation sexuelle dans les projets en lien avec la gestion des frontières. Et enfin, je pense, ça va être mon dernier point, il y a un large cadre normatif et législatif qui est traité dans l'outil, le toolkit, et relatif aux gens, dans le cadre de l'atteinte que ce soit dans le cadre de l'atteinte des objectifs du développement durable ou dans la mise en œuvre de l'agenda femmes et paix et sécurité. Je suis sûre que chaque acteur pourra trouver la réponse à ce qu'il fait, et on espère que ces outils vont beaucoup contribuer à améliorer ce que nous faisons tous les jours pour l'atteinte de l'égalité des genres. Je vous remercie. Merci infiniment, Mariam, pour cette présentation très riche et très inspirante de promotion de la boîte à outils. Et ceci aussi de quelqu'un qui travaille directement avec les acteurs du secteur de sécurité et avec aussi les outils dans la boîte à outils. Donc ça, c'est vraiment très intéressant ce que tu viens de dire. Merci beaucoup. Dernièrement, je vais donner la parole à Lorraine pour parler un peu davantage, si j'ai bien compris, de l'outil qui se focalise sur donc, la conception et le suivi d'un programme et un projet avec l'aide de la boîte à outils. À toi, Lorraine. Merci, Anne. Et je suis ravie de vous joindre aujourd'hui avec mes anciens collègues de la division genre et sécurité de DECAF. Bonjour à tous et à toutes. Comme Anne a dit, moi, je m'appelle Lorraine Serrano. Je faisais partie de la famille DECAF, mais maintenant, je travaille au siège des Affaires mondiales Canada, notre ministère des Affaires étrangères ici, et je suis responsable des partenariats bilatéraux de l'initiative ELSI pour la participation des femmes aux opérations de paix. Quand j'étais à DECAF, j'ai eu le plaisir de rédiger l'outil 15 de la boîte à outils sur le genre et la sécurité, sur la prise en compte du genre dans la conception et le suivi des projets qui ciblent le secteur de la sécurité et de la justice. Mais avant de parler de l'outil, j'aimerais d'abord reconnaître que les terres sur lesquelles je vous joins aujourd'hui font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe algonquin, les gardiens et défenseurs traditionnels du bassin hydrographique de la rivière des Outaouais. Je reconnais l'oppression historique exercée sur les territoires, les cultures et les premiers peuples de ce qui est appelé aujourd'hui le Canada. L'outil 15 sur la prise en compte du genre dans la conception et le suivi des projets qui ciblent le secteur de la sécurité et de la justice est nouveau à la boîte à outils. Comme Alain et Mariam ont bien dit, il y a quelques outils qui n'existaient pas dans la version 2008. Celui-ci est un exemple. Il y a en fait un outil qui porte uniquement sur le suivi et l'évaluation des programmes de réforme du secteur de la sécurité, mais on a voulu qu'il y aurait un outil qui traite la programmation. Alors, c'est un outil qui est un peu différent des autres parce qu'on parle vraiment de la programmation. Alors, le but était un peu d'utiliser cet outil et de l'utiliser accompagné des autres outils qui portent sur des acteurs du secteur des acteurs de sécurité spécifiques. Parce que au cours des années, nous avons remarqué que, en fait, même si nous sommes rendus à un moment où il est possible de parler de l'égalité des genres et pas juste les femmes et les filles, que les plus grandes lacunes et les défis de la prise en compte du genre dans la programmation est toujours un problème de conception et de compréhension de l'objectif principal, ce qui est de faire progresser l'égalité des genres. Aujourd'hui, il y a encore plusieurs exemples de la programmation où les questions liées au genre ont été ajoutées seulement à la fin de la conception, comme Mariam a expliqué, ou même en même temps de la mise en œuvre.
Cela s'est traduit en plusieurs projets qui ont supposé la prise en compte du genre de manière un peu, ce que je dirais, un peu superficielle, mais qui n'est pas produit, mais qui ne s'est pas produit en réalité. Donc, la prise en compte du genre dans la programmation peut se faire, je dirais, en deux manières. Soit l'objectif principal est de faire progresser l'égalité des genres, ou l'objectif principal ne porte pas spécifiquement à faire progresser l'égalité des genres, mais que le genre est pris en compte de manière systématique à travers le projet. Comme dans d'autres domaines, la programmation ciblant le secteur de la sécurité et de la justice comprend mieux comment cibler directement les femmes et les filles. Mais dans les cas où les femmes et les filles ne sont pas le sujet de la programmation, il y a, je dirais, encore une difficulté à intégrer le genre de manière systématique dans le domaine, surtout dans ce domaine de la sécurité et de la justice. Au cours des années, comme le concept du genre et l'égalité des genres est devenu plus visible dans le domaine de la sécurité et de la justice, et que même les bailleurs ont exigé de plus en plus la programmation qui fait progresser l'égalité des genres, il y a eu une augmentation de connaissance de la terminologie, mais je dirais parfois sans vraiment la compréhension réelle de la signification de ces concepts et comment les appliquer à la programmation. Il y a souvent une surutilisation du jargon des concepts du genre dans les notes conceptuelles et les propositions de projets qui sont ensuite superposées sur des questions compliquées concernant le secteur de la sécurité et de la justice. Mais ce n'est pas difficile à voir que derrière certains projets, et encore une fois, je parle seulement de certains projets, pas tous les projets bien sûr, il n'y a pas les bases solides de faire avancer ce qu'ils prétendent faire. Donc, je voyais cet écart surtout quand je donnais des formations sur le genre aux participants qui devaient eux-mêmes élaborer ou évaluer des projets sur le genre et la sécurité. Souvent, ces participants pouvaient bien utiliser toute la terminologie, mais si je leur demandais d'expliquer ce que veut dire, par exemple, la prise en compte du genre sans utiliser le mot genre, là, les participants avaient des difficultés. C'est pour cela que j'espérais que cet outil pourrait assister ceux et celles qui doivent élaborer ou évaluer la programmation dans ce secteur en démontrant comment découper certaines questions relatives au secteur de la sécurité et de la justice afin de mieux comprendre le contexte pour ensuite élaborer un projet autour de ces questions. L'autre mécompréhension que je voyais souvent était des exemples de programmation qui ciblaient des institutions de sécurité ou de la justice qui me disaient que les projets avaient des éléments trop techniques, surtout dans le domaine de la sécurité, et donc la prise en compte du genre ne s'appliquait pas. Cela, bien sûr, est un mythe. Toute programmation d'assistance technique ou de renforcement de capacité implique des personnes, soit hommes ou femmes, filles, garçons, personnes transgenres ou non conformes au sexe, qui sont bénéficiaires de la programmation ou bien qui sont l'utilisateur ou l'utilisatrice. Donc, la prise en compte du genre s'applique non seulement au contenu de fond d'un projet, mais aussi à l'approche utilisée à sa mise en œuvre. Dans le cadre des projets, appliquons-nous une approche participative et inclusive afin d'assurer des perspectives différentes. Reconnaissons-nous les inégalités dynamiques de pouvoir des personnes ou des groupes impliqués dans le projet. Donc, ce n'est jamais possible que la prise en compte du genre ne s'applique pas. Dans l'outil, j'ai essayé aussi de traiter les composantes principales d'un projet selon le cycle de projet traditionnel, qui étaient les plus importantes à intégrer le genre, comme l'analyse genre à la conception et d'autres outils d'analyse qui servent à mieux comprendre le contexte et ou l'institution de sécurité ou de la justice du point de vue de plusieurs perspectives. J'ai trouvé au cours des années et à travers ma recherche qu'il y avait de nombreux documents ressources destinés aux praticiens qui voulaient mieux comprendre soit l'analyse genre, la théorie du changement, la prise en compte du genre dans l'élaboration des budgets, et pour ceux et celles qui travaillent au pays donateur, les marqueurs de l'égalité des genres pour la programmation, par exemple. Mais je trouvais qu'il y avait encore moins de ressources qui faisaient le lien entre tous ces éléments.
comment un s'appuie sur l'autre et surtout dans le contexte du secteur de la sécurité et de la justice. Dans l'outil, il y a tout un chapitre sur le suivi et comment intégrer le genre dans l'élaboration d'un cadre de suivi. Et une grande partie est consacrée au sujet des indicateurs et à la ventilation des données. Car nous savons qu'il y a vraiment un manque de données à tous les niveaux et dans tous les secteurs qui sont spécifiques aux groupes marginalisés, pas seulement les femmes et les filles, mais aussi d'autres groupes qui auraient des besoins et des attentes de sécurité et de la justice qui sont différents de la majorité ou du groupe dominant. Il est vrai que la ventilation des données et aussi la collecte de ces données-là rendent la programmation plus compliquée, mais il est la seule manière d'avoir une compréhension nuancée des résultats d'un projet. Il permet aussi, pour les projets à longue durée, de voir les tendances qui peuvent se développer. Il est aussi essentiel dans la prise en compte du genre à la conception et le suivi des projets ciblant le secteur de la sécurité et la justice qu'une approche intersectionnelle soit utilisée, surtout pour la ventilation des données. Ce n'est pas suffisant de ventiler les données par sexe, mais d'autres facteurs aussi, comme par exemple l'appartenance raciale ou ethnique, l'indigénéité dans les contextes où il y a des peuples autochtones, la religion, l'âge, etc., etc., et toute autre catégorie relative au sujet et au contexte. Ce ne sera pas toujours les mêmes facteurs que nous allons ventiler pour chaque projet. Nous savons qu'il y a certains groupes au sein d'une population qui auraient des besoins sécuritaires et judiciaires qui sont semblables, mais en même temps, nous ne pourrons pas oublier que ce ne sont pas des groupes homogènes. Donc, même quand on parle du suivi d'un projet, la prise en compte du genre s'applique aussi à l'approche utilisée à la collecte de données. Dans quelle mesure prenons-nous les besoins des participants et participantes qui nous offrent ces données? Quelle est l'éthique de la recherche utilisée? Avons-nous consacré le temps et les ressources suffisants afin d'assurer le consentement, la confidentialité ou l'anonymat aux participants et participantes? Car nous savons très bien que certaines informations, surtout sur des questions comme statut d'immigration, par exemple, ou l'orientation sexuelle ou bien l'identité de genre, peuvent mettre ces personnes en danger. Donc, comment gérons-nous les données collectées? Ce sont toutes des questions importantes à prendre en compte si on veut vraiment intégrer le genre dans la programmation. Donc, et à la fin de l'outil, je présente aussi une liste d'exemples d'indicateurs qui pourraient inspirer le lecteur à avoir une gamme d'indicateurs possibles relatifs au secteur de la sécurité et de la justice en ce qui concerne le genre, au-delà du nombre de participants ventilés par sexe. Même si je ne suis plus à DCAF, je travaille maintenant sur l'initiative ELSI au Canada, ce qui est aussi une initiative auquel le DCAF a beaucoup contribué, et merci beaucoup pour ça, et qui nous assiste à mettre en œuvre. Je crois que les thèmes soulevés dans l'outil sont bien reflétés dans l'initiative ELSI aussi. Il est vrai que l'objectif principal de l'initiative est l'augmentation des femmes militaires et policières déployées aux opérations de paix onusiennes. Mais pour ce faire, l'initiative essaie d'utiliser une approche qui cible des causes fondamentales à cette question. La situation des femmes et les barrières auxquelles elles font face au sein de leurs propres institutions militaires et police au niveau des pays contributeurs, la politique et les politiques au niveau international des Nations Unies concernant le déploiement des femmes en mission et la manque de ressources financières consacrées aux pays contributeurs qui démontrent un intérêt fort à enlever les barrières face aux femmes. L'initiative a aussi servi d'une étude de base pour mieux comprendre le contexte et a financé l'élaboration d'une méthodologie spécifique à analyser les barrières face aux femmes militaires et policières. La programmation destinée au secteur de la sécurité et de la justice sont des processus et des actions qui durent longtemps, y compris tous les efforts qui essaient à faire progresser l'égalité des genres. Toute
programmation, qu'elle soit ambitieuse ou pas, à la prise en compte du genre, ne doit pas nuire à la situation des groupes marginalisés, invisibles ou vulnérables et ne doit pas nuire à la possibilité de continuer les efforts à faire progresser l'égalité des genres dans l'avenir. Si nous avançons trop vite, nous risquons la possibilité de rater les étapes importantes d'assurer une bonne compréhension de la place de l'égalité des genres au sein du secteur de la sécurité et de la justice, afin que ces avancements ne puissent pas se régresser. Et j'espère que cet outil pourrait contribuer pour parvenir à ces fins. Je vous remercie. Merci beaucoup, Lorraine. Après ces 3 présentations riches, intéressantes, inspirantes, il nous laisse 15 minutes et je suis désolée qu'on a un peu donc raccourci le temps qu'on a pour un échange avec vous, les participants. Je vois que personne n'a posé de questions dans la fonction Q&A. S'il y a des questions, des commentaires, n'hésitez pas à ou le signaler dans la fonction Q&A ou dans le chat, la fonction chat. Comme ça sera plus facile de gérer les commentaires. Entre-temps, en attendant vos questions et commentaires, j'aimerais aussi remercier les traductrices qui sont... Alain, merci de m'avoir alerté que les deux traductrices sont donc parmi nous. Florence Lezure et Géraldine Chantegrel. J'espère que je prononce son nom correctement. Merci infiniment pour un job très très bien fait qui nous a permis d'être là aujourd'hui pour présenter et lancer donc, la boîte à outils en français. Merci beaucoup à vous. Je voulais aussi, en parlant des versions de différentes langues, vous informer qu'on a donc toute la boîte à outils en anglais sur notre site internet. On a presque toute la boîte en version française. On est en train d'uploader quelques-uns des outils encore en français. On a toute la boîte en espagnol et demain, on fera un lancement de la boîte à outils aussi en arabe. Et en plus de ça, on a traduit quelques-uns des outils ou des policy briefs en d'autres langues. Je pense qu'on en est à une dizaine d'autres langues. Donc là, je vois qu'il y a un commentaire. Bonjour à vous dans le Q&A. Mais je ne vois pas de questions. Si. C'est un collègue qui doit être basé à au Mali, qui est en train de préparer une question ou un commentaire. Je ne sais pas trop quel nom se cache derrière le nom Huawei P40 Lite, mais si vous voulez aussi me donner votre nom, je vais lire la question que vous êtes en train de préparer. Donc, le problème que nous avons au Mali, c'est l'application des textes. Mettre les femmes en confiance pour qu'elles puissent contribuer à cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un entre les panélistes qui a envie, peut-être, ou Alain ou Mariam, de commenter sur ce commentaire? Alain, à toi. Oui, la première chose qui me vient en tête, alors la question, je pense, sous-jacente au commentaire du participant ou de la participante, c'est en gros, comment est-ce qu'on fait pour appliquer les textes dans la vraie vie qui sont liés à la question de l'égalité des genres. Et du coup, je reviendrai sur cette histoire de boîte à outils, en fait, qui permet de bricoler, parce qu'il me semble que justement, la question de l'application des textes, c'est beaucoup de
mise en œuvre en code dans la vraie vie et de bricolage finalement, de faire avec ce qu'on a. Et les textes, ça fait partie des choses qu'on a finalement pour pouvoir faire des choses. Et je pense que l'outil nous permet de faire les outils, la boîte à outils nous permet de faire de la formation, nous permet de faire du plaidoyer, nous permet de faire du développement politique, nous permet de faire du développement de projet avec l'outil particulier de Lorraine, nous permet de faire du diagnostic et de l'évaluation. Et en gros, à mon sens, toutes ces choses-là qui vont permettre de mettre en œuvre effectivement les textes qui au départ voilà, sont simplement théoriques et qu'il faut ensuite mettre en pratique. Il me semble justement que la boîte à outils permet par différents points d'entrée d'essayer de contribuer à l'application des textes. Donc, comme par la formation, le plaidoyer, le développement de projet, le développement de politique et l'outil, voilà. C'est vrai pour le Mali, c'est vrai pour les autres contextes nationaux. Donc, pour moi, la boîte à outils est intéressante pour ça. C'est parce qu'elle permet de prendre tout ce qui existe autour de nous, dont les textes de loi, mais aussi les bonnes volontés ou l'argent d'un bailleur, par exemple, et puis de regrouper tout ça et puis de faire quelque chose avec. Et pour faire quelque chose avec, on a besoin d'outils. Et la boîte à outils, notre boîte à outils, fait partie des choses qui permettent de passer à l'acte, puisque c'est ça en gros. La question de l'application des textes, c'est la question du passage à l'acte. Et il me semble que la boîte à outils est vraiment, c'est le cœur de la boîte à outils, le passage à l'acte. Comment on fait pour passer à l'acte? Et voilà. Donc pour moi, la boîte à outils est vraiment une ressource pour ça. Je ne sais pas si Mariam, qui connaît mieux le Mali que moi, étant basée à Bamako, a des commentaires particuliers à ça, même si je crois que la question est valable pour le Mali, mais pour les autres pays aussi, en fait. Oui, c'est vrai. Bon, ça c'est une problématique qui se pose presque à tous les pays, hein. Mais le cas du Mali est particulier en ce sens que le Mali est champion dans la ratification de presque tous les textes. On ratifie intégralement, on ne fait pas de réserve, ce qui fait que à la pratique maintenant, on est confronté à d'énormes difficultés. C'est ça, je pense, la question que le monsieur voudrait aborder dans ce panel. Mais à mon avis, les outils, je ne dis pas que sa question n'est pas la bienvenue parce qu'on va être confronté aussi à la mise en œuvre de certains outils lorsqu'on va aborder les législations nationales et internationales. Mais les outils offrent pour moi des chemins très simplifiés pour arriver à l'égalité des genres. Donc, nonobstant ces textes, la difficulté de mettre en œuvre ces textes, je pense qu'on peut valablement utiliser l'ensemble de ces outils, quoique c'est un problème commun à nos pays. Voilà. Merci Mariam et Alain. J'ai encore une question dans le chat en fait qui est très liée à celle que vous venez de répondre, à laquelle vous venez de faire des commentaires. Et c'est une question de la part de Hawa Koulibaly. Comment pouvons-nous accompagner nos partenaires afin qu'ils s'approprient davantage de cette boîte à outils? Et là, je vais demander à ou Mariam ou Lorraine de faire des commentaires sur cette question. Peut-être Mariam d'abord. Ok. D'abord, je pense que nous avons commencé avec l'organisation déjà de ce panel, de ce webinaire. Nous avons commencé parce que nous avons essayé de toucher quand même un maximum de partenaires et nous les avons invités à participer à ce panel-là.
au moins pour découvrir ce qu'il y a dans les outils. Alors, ce qu'on peut faire, c'est de poursuivre la dissémination de cet outil et de poursuivre avec un renforcement des capacités de nos partenaires dans l'utilisation même de ces outils. Il y a un certain nombre de partenaires qui sont là, qui sont en train de suivre, notamment le point focal champ de la justice, était avec nous sur le panel. Et aussi, on doit procéder à un autre lancement physique de ces outils, surtout l'outil 4 sur genre et justice. Donc, c'est vraiment step by step, avec des petits pas que nous arriverons à accompagner nos partenaires dans l'utilisation de ces différents outils. C'est pour répondre à Awa. Merci, Mariam. Lorraine, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Ah oui, non, et bonjour Awa, je pense que c'est la même Awa Coulibaly que j'ai connue quand j'étais à Bamako. Non, mais non, je suis d'accord avec Maria, mais aussi, si vous voyez chacun des outils, ils sont assez, comme Alain et Maria m'ont expliqué, ils sont assez lourds. Il y a le contenu, il y a beaucoup de thématiques. Alors, c'est même possible de vraiment réfléchir ou avoir des discussions sur même un de ces thématiques et de voir comment ces thématiques appliquent à un certain groupe, soit la police ou dans le contexte du système judiciaire au Mali, par exemple, et même pour dire, pour retourner à la question sur l'application des textes, moi, je trouve ça c'est un problématique qui se trouve, comme Alain et Mariam m'ont dit, dans plusieurs pays. Mais je trouve ça c'est aussi un exemple de comment des fois on peut avoir la programmation sur peut-être la rédaction d'un texte. Mais si on n'a pas le suivi après, ou si en tant que partenaire international, on n'est pas en train d'accompagner nos partenaires aussi dans la mise en œuvre et l'application et la compréhension des textes par tous les acteurs, ou même la dissémination. On sait très bien, Mariam, on l'a connu ensemble, qu'il y a plusieurs acteurs de sécurité qui ne sont même pas au courant de certains textes. Ils sont pas au courant du contenu de certains textes parce qu'il n'y a pas les copies qui sont disponibles pour tout le monde. Donc, je pense que les partenaires nationaux qui sont en train d'accompagner ces acteurs peuvent utiliser la boîte à outils comme référence pour avoir des exemples et les preuves dont Alain a expliqué pour pouvoir avancer ces discussions peut-être, ou peut-être pour renforcer les capacités ou les connaissances, peut-être. Je ne sais pas. Merci Lorraine et merci Mariam. J'ai encore une question dans le Q&A qui s'agit des traductions de la part de Madame Adisa Lamia Wando qui demande s'il est possible de traduire la boîte à outils aussi dans d'autres langues. Et la réponse est oui. Mais en précisant que nous, au temps de DICAF, on n'a pas les fonds pour financer des traductions. Mais on est certainement là pour aider avec les traductions. Donc, je pense que le plus facile serait de vous mettre en contact avec ma collègue Martha Ghittoni. On va vous donner son adresse email pour discuter la possibilité d'assister à la traduction de la boîte à outils en d'autres langues que celles qui ont déjà été traduites. Et là, je pense que même si j'apprécie beaucoup les commentaires que vous avez mis dans le chat, plutôt supportif et
appreciative de la boîte à outils. Il va falloir qu'on finisse parce que il nous reste qu'une minute. Et j'aimerais bien, attendez, je vais juste voir. C'est pas vraiment une question, non. Donc, j'aimerais aussi pouvoir vous demander de passer encore quelques 2-3 minutes pour répondre à, c'est pas un sondage, mais c'est un petit questionnaire, quelques petites questions courtes, simples, voilà, que vous voyez là sur votre écran. Si vous pouvez, s'il vous plaît, prendre le temps de répondre à ce petit questionnaire, ces petites questions, ça nous ferait très plaisir. Et avec ceci, je veux remercier d'abord les panélistes, Mariam, Alain, Lorraine. Merci infiniment d'être venus et d'avoir parlé avec tellement de connaissances et d'inspiration de la boîte à outils. Donc maintenant accessible sur notre site internet en français, quasiment en totalité. Merci aussi infiniment à vous tous et toutes d'être venus et pour votre engagement dans la discussion et vos questions et vos commentaires. Et comme je vous ai dit au début, le webinaire a été enregistré et sera mis sur notre site internet. Donc, si vous avez des collègues qui auront voulu participer mais qui n'ont pas eu l'occasion, ils peuvent, oh là là, aller sur notre site internet et regarder l'enregistrement de ce webinaire, mais plus important, ils peuvent aussi trouver donc la boîte à outils en français, ainsi que les films qu'on a fait pour la promotion de la boîte à outils. Avec ceci, merci infiniment à tout le monde. Et vous avez vu dans le chat l'adresse email de Martha Guitoni pour toute question relative au toolkit. Merci beaucoup d'être venu et bon après-midi.